Salutations, bienvenue dans TCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Fred, Jérémy et de Owen. Bonjour. Je suis de retour et ça fait bizarre. Hein, Bon, par rapport à Julien qui s'est absenté un mois. Non mais même Deux mois. Mais non, je sais pas, ça m'a fait bizarre de louper une émission. Et je suis content d'être de retour. Par contre, Owen, t'as menti en fait sur ce que j'ai dit. Hein. 100%. Ouais, bah oui, mon texte, j'ai jamais fait une analyse comme ça. Moi, j'ai juste dit que je trouvais Anna Maria Bartolomé trop belle. Hein. Moi, j'ai juste dit ça. Hein. Je vois pas pourquoi t'as. Ah ouais, trouvé. d'accord. Bah oui. Je vous avais dit que c'était écrit. Bah ouais. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que moi, Owen, suis un bandeur de Nolan. Oui, on l'a toujours su. Ouais. Donc forcément, on est allé voir l'Odyssée, et moi, à titre personnel, j'y suis allé en sachant pertinemment que ce serait un immense film. J'ai écrit ça avant de le voir. Il y a aussi Evil Dead Burn, troisième film Evil Dead depuis que Sam Raimi est passé à la production de la saga culte d'horreur comique. On évoquera aussi La Chaleur, In Waves, Ghost Elephant et assez rapidement la sortie de Kill Bill The Whole Bloody Affair. Et en deuxième partie, on a pas mal de choses. Donc Jérémy nous fait les chiffres de Christopher Nolan, je vais vous faire jouer avec des noms d'acteurs et d'actrices, et on se quittera sur le Joker de Julien. C'est un programme conséquent, messieurs, et je rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming, sur Insta et sur TikTok. Tout nouveau film de Christopher Nolan est un événement en soi, mais aussi une giga galère pour les diffuseurs, puisque le bougre n'est pas foutu de sortir un film sans qu'il y ait 7 ou 8 versions de formats différents, entre le 70 mm, l'IMAX, le classique 35 mm, comment voir l'Odyssée, comment l'apprécier pleinement. Et ça pose une question, mais on y reviendra pendant la critique. C'est un vrai enjeu. Qu'est-ce qu'il ferait si en revenant il voyait tous ses prétendants chez lui? Tu pleurniches après un papa que tu n'as jamais connu, tel un petit morveux de bâtard. Qui veille sur ton épouse et ton fils? Vois-tu? Mon père retrouvera sa maison pour accomplir sa vengeance. La plus terrible. Ulysse, le légendaire roi grec, Tithaque, entreprend un long et périlleux voyage de retour après la guerre de Troie, relatant ses rencontres avec des êtres mythiques tels que le Cyclope, les sirènes et la déesse sorcière Circé. Donc un peu les mêmes soucis que Avatar en son temps. Comment avez-vous vu le film ? C'est un vrai enjeu. Classique numérique UGC Bercy. Pareil, Moi, je l'ai vu en 70 mm au Grand Rex. et Fred a expérimenté pour la première fois les plaisirs du... l'IMAX. Trois Et- versions différentes autour de cette table. Et pour moi, j'avais vu que le film était... Enfin, je ne le connais pas très bien, mais c'est le premier film qui est intégralement tourné en IMAX. IMAX, c'est-à-dire 70 mm. Voilà, 70 mm. Parce qu'en fait, les autres fois où il y a des films en IMAX, c'est certaines séquences, et après le film est adapté au montage en IMAX, c'est ça en gros ? Alors, la plupart du temps, c'est comme ça. Il y a eu des films qui ont été tournés en IMAX, pas en 70 mm, mais en 35, il me semble. Et, enfin, vraiment, là, ça va prendre des grosses pincettes parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais l'Odyssée est le premier film entièrement tourné en une caméra IMAX 70 mm. Voilà. En fait, le souci qui se présentait par rapport aux caméras IMAX, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Et en fait, les séquences de dialogue ne pouvaient pas être filmées avec une caméra IMAX. Et tous les films où tu vois des séquences IMAX, c'est des séquences d'action. Donc, je sais pas comment ils se sont dépatouillés là-dessus. Si, j'ai regardé. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que cette solution de faire du bruit avec une caméra, on a trouvé la solution il y a très longtemps, à l'époque du cinéma classique hollywoodien, c'était de mettre les caméras dans des espèces de grosses boîtes. Et en fait, pour l'Odyssée, ils ont fait exactement ça. Et en fait, ils ont pris cette énorme boîte, cette caméra, du coup, elle est hyper lourde, hein, ça se porte à genre 10 personnes. Ils te la foutaient sur des grues et ils pouvaient faire leur film, quoi. Ah, mais ça doit être fastidieux en fait. Ça doit être fastidieux, c'est tout, quoi. Surtout qu'ils ont tourné quand même dans des éléments un peu naturels, des décors naturels, donc oui, c'était compliqué, j'imagine. Et donc, l'expérience IMAX. C'était génial. Je sais pas combien de pourcents de l'image j'ai vu en plus de vous, mais c'est quand même énorme. Le son, le tout, quoi. Et moi, je voulais absolument voir ce film dans cette immersion-là parce qu'il y a pas beaucoup de films qui sortent en IMAX tous les ans, quoi. Enfin, vrai IMAX en tout cas. Après, je pense que même si on le voit pas en IMAX, je pense pas que ça gâche entièrement le plaisir parce que Nolan étant un metteur en scène de longue date, quand il fait ses plans et ses cadrages, il sait qu'une grande partie va être visualisée de manière classique. Donc forcément, le IMAX va te donner du bonus, mais tu peux totalement voir la scène. Les scènes sont totalement lisibles sans IMAX. Genre quand tu as un gros plan sur Tom Holland, qu'il soit en IMAX ou en classique, ça change pas grand-chose. Il y a de l'espace au-dessus du visage. Mais ça change pas énormément de choses, je trouve. Après, oui, c'est sûr, sur les grands plans bateau, c'est plus beau en IMAX, mais ça reste très joli en version classique. Hein. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire juste avant qu'on commence. C'est en fait comment tu composes tes plans en sachant que tu vas avoir je ne sais combien de ratios différents par lesquels vont être vus ton film. Donc en IMAX 70 mm, il me semble que c'est du 1,43 si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment comment a été pensé le film, donc c'est carré quasiment. Je crois qu'en 70 mm c'est du 2 et quelques. Et je crois qu'en IMAX c'est du 2,20. Donc, Et moi, je crois surtout
qu'on s'en bat les reins. Finalement. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu un moyen détourné de cacher tout le reste. J'ai envie de dire, ça cache la pauvreté de la mise en scène. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Je sais Pardon ? pas, je sais pas comment me positionner sur ce film, les gars. Mais Non, sérieux. Je sais pas. J'arrive pas à... En fait, j'ai changé 3 fois d'avis pendant le film. Ah oui. Je suis paumé. C'est parce que tu aimes trop Nolan habituellement, je pense. Ouais, c'est peut-être ça. Non, parce que moi, de base, je suis exactement l'inverse de toi avec Nolan. Autant j'adore Dark Knight, j'aime beaucoup... Inception. Même pas, pour moi, Inception, Interstellar, ça fait partie de tout ce que j'aime pas chez Nolan. Genre le Nolan labyrinthique, Nolan qui veut complexifier des choses là où il faut pas. Et depuis Oppenheimer, je trouve que Nolan prend des sujets avec des scénarios qui sont déjà existants. Oppenheimer, c'est du biopic. Là, l'Odyssée, il reprend le texte d'Homère. Donc il peut vraiment faire ce qu'il veut sans tomber dans ce côté très cérébral de son cinéma. Et franchement, c'est un vrai plaisir de cinéma. Pourtant, il y a le découpage du temps qui est très spécifique à Nolan Ouais, et qui est au mais- cœur même du Là, montage. Mais il ça est très fonctionne très fidèle. bien. J'ai l'impression que dans son découpage de l'Odyssée, il est beaucoup plus fidèle à vraiment les chants de l'Odyssée que d'autres versions qui se contentaient de le faire linéairement, tu vois. Moi, j'avais peur qu'il fasse justement ça, mais bon, Nolan, on sait très bien, il s'amuse toujours à travailler le temps dans ses films, hein, Tenet, Inception, etc. Donc non, de ce que j'ai compris, il est assez proche, en tout cas, des chants de l'Odyssée, de comment ça se déroule dans l'ordre, tu vois. Il a pas pris de risque, je trouve, sur ça, en tout cas. En tout cas, moi, pendant 1h30 de film, j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ce film. En fait, je comprenais pas le discours qui s'en dégageait, je comprenais La pas démarche. la démarche artistique. Je me disais juste, en fait, Nolan, il a voulu prendre un sujet qui lui servirait d'excuse pour faire son fameux délire technique. Autant quand c'est James Cameron et qu'il s'agit de déployer un univers comme celui d'Avatar, ça me parle d'utiliser une telle technologie. Autant quand c'est juste des mecs sur des bateaux, ça me branche moins. Et du coup, pendant des séquences comme celle du Cyclope, j'ai regardé la séquence, même Circe ensuite, je me suis dit, Pourquoi je vois pas trop pourquoi. Moi, je trouve que c'est ça. Moi, c'est ce qui me faisait peur avec l'Odyssée. J'avais pas du tout de hype envers ce film parce que je me suis dit justement, Nolan va utiliser tout son attirail habituel pour faire du grand spectacle. Mais en fait, il fait pas ça parce qu'en fait, tout le long du film, on n'a jamais le spectacle épique auquel on pourrait s'attendre. Parce que c'est qu'une question d'un groupe d'hommes qui est tout le temps en fuite tout le long du film et t'as un motif qui se répète tout le temps justement le long métrage, c'est toutes ces plages, c'est-à-dire c'est des hommes qui ont passé 10 ans sur une plage à attendre et une fois qu'ils ont pu saccager Troie, en fait la plage ça devient un lieu toujours hostile, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils débarquent à un endroit, ils sont obligés de fuir et ça de manière perpétuelle. J'aime beaucoup ce côté très hanté qu'a le film. Moi je trouve que justement dans la démarche, si on essaie de creuser un peu chez Nolan, t'as tout ce rapport au temps. Bah là, c'est ça, c'est un homme qui court après le temps et qui, tout le long de son périple, tu te dis, la vision première que tu as de l'Odyssée, c'est quelqu'un qui essaye de rentrer malgré lui, mais le film t'oriente plus ou moins sur cette idée que c'est Ulysse lui-même qui retarde son retour. Et ça, tout se construit dans la séquence finale, et j'aime beaucoup tout le discours qui crée, tout son discours civilisationnel, en fait, sur le fait que Ulysse a, d'une certaine manière, détruit toute la notion d'hospitalité, d'honneur et d'humanité. Bah, c'est justement ça qui revient dans la dernière heure du film et qui m'a sauvé un petit peu, mais vas-y Fred. Non, moi je voulais revenir sur ce que disait Julien. En fait, ouais, effectivement, il y a plein de séquences épiques, que ce soit le Cyclope Polyphème, la sorcière Circé. Et en fait, à chaque fois, je trouve c'est qu'il arrive vraiment à trouver un enjeu psychologique. On va vraiment dans les tréfonds des personnages, surtout d'Ulysse. Et je trouve que du coup, ça sert super bien le film. La séquence qui est la plus mémorable pour moi, ce serait la séquence des sirènes, où on choisit en fait consciemment de pas nous les montrer et surtout de montrer en fait l'horreur que ressent Ulysse face à ces chants qu'on n'entend pas forcément. Donc c'est ça qui est bien dans le film, c'est que tu t'attendais vraiment à voir, comme disait Julien, du gros épique, c'est Nolan, c'est de l'IMAX, et en fait finalement non. Et c'est ça que j'ai bien aimé moi pour le coup. Puis, un film centré sur l'homme. Ouais, puis il y a des séquences qui me restent toujours en tête. Visuellement, il y a tout le saccage de Troie, parce que justement, toute cette séquence-là, elle vient toujours par bribes, par réminiscence. C'est toujours des flashbacks, des souvenirs qui se reconstruisent au fur et à mesure. Et sinon, moi, la séquence des enfers, je trouve que cette séquence dans les enfers, elle est géniale parce que Nolan, il arrive à faire un truc qui est super intéressant. C'est un côté embrasser le fantastique mythologique, ce que faisait pas un film comme Le Retour d'Ulysse de Pasolini, dont j'avais parlé il y a quelques mois, qui était vraiment sur le côté réaliste. Mais d'un côté, il embrasse ce fantastique tout en restant justement à hauteur d'homme. Pourquoi je dis à hauteur d'homme? C'est-à-dire qu'au moment d'aller aux enfers, on est toujours sur la même mer, c'est juste, on reste sur le même terrain et on te dit juste que c'est les enfers. On voit certes
réapparition de morts vivants et ce genre de choses. Mais voilà, toujours à hauteur d'homme. Pareil pour Athéna, c'est-à-dire que Athéna, les dieux, finalement, on les voit jamais. On parle de Poséidon, on entend le tonnerre de Zeus. Le seul être divin qu'on voit, c'est Athéna, par Zendaya. Mais en fait, tu comprends plus tard dans le film pourquoi c'est Zendaya qui personnifie Athéna. Et en fait, c'est quelque chose de très terre-à-terre parce que c'est lié à un souvenir d'Ulysse. Et ça, j'aime beaucoup ce mélange-là qu'il arrive à faire. C'est vrai que j'aurais mal vu Nolan, tu sais, faire un film où tu vois les dieux se quereller sur le mont d'Olympe en mode regardez ce que fait Ulysse, tu vois. Je pense que ça serait pas bien passé. C'était ça aussi qui m'intéressait de voir dans le traitement de Nolan, c'était une forme de stoïcisme, de rapport très terre à terre, comme tu dis. Mais, alors moi je suis breton, et je vous avoue que la mer, j'en ai ma claque. Et je vous avoue que moi, j'aime bien le relief. Et en fait, l'eau, c'est plat. Les plages, c'est plat. Et à un moment donné... T'en avais marre. Ouais, comme dit un certain Monsieur Ford dans un film de Spielberg, quand l'horizon est en haut, c'est intéressant. Quand l'horizon est en bas, c'est intéressant. Quand l'horizon est au milieu, c'est nul. Et là, c'était plat. Non, mais il y a plein de trucs aussi cool dans le fait de Nolan. Alors là, il était obligé d'utiliser des effets spéciaux numériques. Je pense à Scylla ou ça, à d'autres tu vois, je petits trouve trucs. que c'était moche. Ça, par contre. Ah, C'était un peu Scylla, moche. c'est compliqué. Mais sur d'autres moments, il a quand même réussi à se dépatouiller. Moi, je trouve la séquence des cochons avec Je suis moins Circé. fan de cette séquence. Moi, je trouve ça super cool parce qu'on utilise du coup des espèces de fondus en noir grâce au dos de la sorcière et on passe d'un porc à un humain. Il y a ce côté aussi qu'elle masse. Elle masse en fait pour transformer. T'as un côté un peu organique. Tu vois, Ça rappelle un peu le body horror. Du body horror, clairement, tu vois. Et en fait, il y a plein de trucs que je trouve, il a vraiment une manière très discrète, très. Pas justement fantaisiste comme tu le disais. Et là, on y viendra après, mais aussi parler des couleurs. Peut-être que c'est vrai que Nolan est très, très terre à terre, et peut-être que cette Odyssée a manqué de couleurs, mais ça, on s'y attendait, quoi. Et encore, je trouve que c'est pas si gênant que ça visuellement, parce que ça embrasse le propos. Parce qu'on est sur un personnage qui est totalement désenchanté, donc il n'y a plus de couleurs. J'écoute tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, là, mais je vois rien de tout ça, quoi. Je veux pas faire passer pour le mec qui ne voulait pas aimer le film avant de l'avoir vu, parce que c'était pas mon cas, en fait. Je voulais aimer ce film, mais il m'est passé comme ça devant les yeux, quoi. J'ai rien ressenti, vraiment. C'est dingue de dire ça d'un film qui est aussi viscéral, je trouve, pourtant, mais je n'ai rien ressenti. Genre, je suis resté comme ça, avec mon sac sur les genoux, comme ça, devant le film, et c'est tout. Même les séquences dans 3, par exemple. Même ça. Genre, je trouve que visuellement, moi, pareil, je reparle de cette construction de 3, parce que tu parlais justement de la narration qui était très propre à Nolan, mais le fait qu'on te présente le cheval de Troie du point de vue des Troyens qui le découvrent, mais qu'ensuite, plus tard, tu as le point de vue des Grecs qui sont à l'intérieur, et la scène qui se rejoue de leur point de vue, et je trouve que tu as un côté asphyxiant qui est génial, le fait qu'on t'explique que tu as des soldats qui commencent à se noyer, le fait que tu as le sang qui coule à l'intérieur et qu'ils sont obligés de retenir les soldats qui sont dedans, je trouve ça fort. En fait, là, je rejoins Jérém quand même sur cette idée-là, et je me suis fait la réflexion, alors, est-ce que c'est parce que je l'ai pas vu en IMAX ? Peut-être pas. Est-ce que... Enfin bref, je me suis dit, c'est un film qui fait beaucoup de bruit. Et en vrai, la séquence que j'ai le plus en tête, et qui m'a vraiment fatigué, m'a fait même un peu mal à la tête, c'est la grosse tempête de nuit qui sépare Ulysse de ses hommes. J'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment trop fort. Et ça m'a ramené un peu à ce même souci que j'avais avec Dune 2. Et je me suis questionné sur quelle est la forme de cinéma grand spectacle qu'on veut donner aujourd'hui. Est-ce que c'est un film où on va taper les basses le plus fort possible, façon Dune et façon Odyssée, ou est-ce que c'est un film où on va développer de l'imaginaire comme Avatar ? Oh là là. Oh là là. Faut arrêter, hein. Avatar, c'est bon, hein. Non, mais je tisse beaucoup de parallèles parce que visiblement, Villeneuve, Nolan et Cameron ont vraiment ce souci de la technicité du cinéma quand même, qui est très présent à l'image. Et même juste dans le dispositif de voir le film, ça re-questionne notre façon de spectateur, quoi. Et donc oui, pourquoi je suis resté aussi stoïque, c'est parce que devant l'écran, parce que je vois, en fait, je connais les tropes de Nolan, que ce soit en mise en scène ou en scénario, je les connais, je les vois, et je trouve qu'en fait, il se diversifie pas assez. En fait, oui, il va pas challenger ces trucs beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que je commence un peu à saturer de Nolan, en fait, parce que il va juste prendre des sujets différents, il va avoir toujours ces mêmes gimmicks de réalisation, de couleurs. La colorimétrie, c'est la même c'est la même dans tous ses films, en fait. Mais moi, je me suis questionné à un moment donné, je me suis dit, effectivement, il y a un peu cette saturation du style Nolan, qui moi reste un de mes réels préférés, mais je me suis questionné, je me suis dit, est-ce que si Inception sortait aujourd'hui, je l'accueillerais avec la même folie que je l'ai accueilli au moment où je l'ai vu quand j'étais adolescent, tu vois. Parce que finalement, effectivement, ces effets sont sensiblement les mêmes qu'ils étaient il y a 15 ans de ça. Et c'est vrai qu'Oppenheimer, je voyais tout le monde qui était extatique, c'était un bon film.
Et là, l'Odyssée, j'ai l'impression de voir des retours qui disent que c'est la plus grande expérience cinéma qu'ils ont vécue après, c'est les influenceurs. Mais moi, ça me laisse un peu... Ah là, je te rejoins un peu, parce que c'est vrai que même moi, Oppenheimer, je trouvais que ça avait été un bon film, même si vraiment, encore une fois, j'avais pareil, rien ressenti, j'avais juste vu le film, quoi. Et là, pareil, j'ai juste vu le film. En fait, j'en ressors rien. Je peux entendre tout ce que vous dites, et à quel point c'est un grand film. Et je vois tout ça. Mais c'est juste que, attention, ça ne me parle pas, ça ne me touche pas. Non, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment... je sais pas, il m'a pas pris au trip, le film. Il m'a rien procuré, quoi. Vraiment. Mais... Peut-être, comme on dit, c'est parce que c'est terre à terre et que Nolan a cette manière d'aborder le mythe qui, toi, du coup, t'as laissé en dehors. Ouais, sûrement. Parce qu'il n'y a peut-être pas ce côté des imaginaires. Donc, par exemple, tu parles, Owen, avec Avatar, alors qu'on justement, on est sur de la mythologie. Mais ouais, moi, j'aime bien ce côté... moi, je trouve qu'il y a même un côté sobre. Parce que je reparle du côté très cérébral de Nolan, mais tu prends un film comme Tenet, par exemple, qui allait dans tous les sens, où on peut même mettre Interstellar ou Dunkerque. Dunkerque, je l'ai pas vu, donc je peux pas juger, ou Inception. Mais moi, je trouve que comme dans Oppenheimer, il y a un côté... Je veux dire, Oppenheimer, la séquence clé d'Oppenheimer, c'est cette explosion de bombe nucléaire, et c'est 1 minute de silence. Et je trouve que c'est pas ce que faisait Nolan quand tu regardes une grande partie de ses films. En fait, je trouve qu'il va à l'inverse de ce qu'il pouvait faire avant. Il fait parfois une sorte d'anti-spectacle. C'est parfois anti-spectaculaire. Et alors, j'aime bien. Question, pourquoi alors on est dans des univers de fantasy totalement différents, mais c'est fantastique quand même. Pourquoi ça fonctionne dans The Dark Knight et ça fonctionne pas pour moi sur l'Odyssée? Ça, c'est une vraie question. Bah, tu vois, moi, ouais. Parce que moi, justement, un truc que je pourrais reprocher à Dark Knight, j'aime beaucoup les 2 premiers, je déteste le 3e, mais un des défauts qu'on peut reprocher à Nolan sur The Dark Knight, c'est ce côté trop réaliste, justement. C'est-à-dire qu'il a gardé, on a toujours le costume de Batman, l'univers Batman, mais on est dans New York et pas dans Gotham. Parce qu'en fait, Batman, tu peux très facilement, le rattacher au réel, et surtout, tu peux le rattacher à un genre déjà existant du cinéma, qui est le vigilante movie. Et en fait, quand tu intègres Batman au vigilante movie, tu lui donnes une toute autre dimension qui a une saveur que Batman n'avait pas à l'époque quand c'est sorti. Donc forcément, le film est incroyablement nouveau et frais quand c'est sorti. Alors que là, l'Odyssée... Mais il y a un truc universel que j'aime beaucoup. Il y a un côté du mythe, justement, qui s'adresse vraiment à tous. Bah, c'est surtout cool parce qu'à la fin, finalement, j'ai l'impression que la morale de l'Odyssée, c'est de dire que c'est un mythe qui remonte à je sais pas combien de milliers d'années, mais que c'est encore d'actualité aujourd'hui. C'est quelque chose que les hommes n'ont pas retenu. Ils n'ont pas retenu leurs erreurs et ça continue de se propager actuellement. La destruction de Troie, c'est exactement la même chose qui se passe actuellement dans le monde, tu vois. Donc c'est ça qui m'a rattrapé dans le film et qui m'a fait commencer à aimer le film, mais un peu tardivement. Et ça m'a beaucoup rappelé les Noces pourpres de Game of Thrones. Ah ouais? C'est exactement le même principe en fait. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe dans Game of Thrones à partir du moment où les noces pourpres tu violes l'hospitalité. C'est ça. En fait, tu saccages. En fait, la stratégie de guerre est d'une telle bassesse qu'en fait, il peut plus y avoir aucune structure de civilisation quand on a atteint un tel bas-fond. Tel déshonneur. Et voilà. Et c'est ça que j'ai bien aimé et qui finalement est au cœur vraiment de cette dernière heure de l'Odyssée, parce que ce qu'a fait Ulysse à Troie a une répercussion à son domicile avec ses prétendants, et que effectivement le fait qu'il retarde inlassablement son retour, c'est à la fois retarder la réalisation de sa responsabilité dans le basculement des valeurs humaines, et aussi de bien réfléchir à comment il va réparer son erreur. Après ça, tu le vois venir, j'ai l'impression quand même cette morale à la fin, pendant tout le film, c'est juste que ça prend son temps justement. Non, enfin... En vrai, oui, c'est vrai que c'est au cœur même de tout le film, parce que quand tu regardes la séquence chez le Cyclope ou chez Circé, c'est littéralement, voilà, ils arrivent au nom de la loi de Zeus et ils considèrent que on va avoir à manger parce que c'est la loi qui veut ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions sur l'hospitalité et sur le passe-droit que t'acquiers le simple fait d'être accueilli à domicile. Même la relation qu'a Ulysse avec Agamemnon, qui est jouée donc par Benny Safdie, je trouve qu'elle est assez intéressante, elle est très froide en fait. Les gens critiquaient beaucoup l'armure d'Agamemnon, mais moi je trouve que c'est génial parce que ça fait que c'est un homme. Agamemnon, il faut le savoir dans le mythe, c'est quand il détruit Troie, quand il prend Troie, ça devient en soi le roi des rois, quoi. Et il se prend presque pour un dieu. Donc le fait d'avoir une armure qui est pas du tout d'époque, qui paraît vraiment, mais genre venue d'un autre monde, je trouve ça génial. Je trouve ça génial de jamais voir Safdie. Et derrière. surtout de jamais voir Safdie, d'avoir vraiment ce côté, on l'entend jamais parler. Ouais, c'est une figure. C'est une figure, c'est quelque chose, tu vois. Et donc même à partir de ce moment-là, la relation entre Ulysse et Agamemnon, tu sens déjà que c'est pas quelque chose. Le fait juste que justement de cette séquence de retour aux enfers, quand tu as le fantôme d'Agamemnon, que fait Ulysse? Il s'agenouille, il fait mon roi. C'est-à-dire que même dans la mort, il y a toujours cette relation d'autorité qui continue. Moi, je pense qu'il faudra que je le revoie, parce que vu que j'ai passé 1h30 du film à pas comprendre ce que je voyais, et que j'étais pas non plus, techniquement parlant, abasourdi
par les procédés et les techniques qu'employait Nolan, pardon. Lapsus. Oui, un sacré lapsus. Je me questionne, est-ce que je vais aller le revoir en 70 mm? Non, En IMAX. Bah, je sais pas. Je verrai. Un truc que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que, je sais pas s'il fait ça dans tous ses films, Nolan, mais c'est que tous les acteurs qu'il a castés, je trouve qu'il a vraiment réussi à choisir à chaque fois un acteur qui avait déjà une persona de star qui était liée à ce personnage. Ah, par contre, le casting, c'est... Non, mais je trouve que c'est toujours Parfait. bien trouvé. Par exemple, Tom Holland, le jeune promis qui essaye de s'élever. Face à un Matt Damon confirmé. Voilà, un Matt Damon qui, lui, a fait beaucoup de films, tu sais, où c'est un personnage seul, isolé. Donc, je pensais à Seul sur Mars ou même en soi Interstellar. Donc, en fait, je trouve qu'à chaque fois, l'acteur qu'il a choisi a toujours un background derrière lui. Et en fait, je trouve ça génial parce que du coup, le film qui fait 3 heures, Nolan, il n'a pas besoin de prendre son temps de caractériser chaque personnage parce que déjà, inconsciemment, le spectateur sait que cet acteur joue tel personnage, tel caractère, en Et fait. c'est pour ça que je reviens sur le côté universel du mythe. D'un côté, tu vois les personnages, genre tu vois Ulysse, tu vois Télémaque, mais en fait, tu penses aussi directement aux acteurs qui les incarnent. Donc je trouve que c'est pour ça que le côté terre à terre, justement, il fonctionne bien. Mais tous, hein, genre, je pensais à John Bertal. Bertal, Ménélas, c'est vraiment le figure du mec mascu un peu violent, etc. Zendaya, moi quand je vois Zendaya, je repense à Dune. Mais parce que Zendaya, en fait, c'est la seule actrice qui a une aura de déesse pour le coup, à l'heure actuelle, c'est Zendaya. Exact. C'est la seule. Bah, d'ailleurs, avant que le Qui a film cette se aura-là. lance, moi j'avais eu la publicité de Zendaya pour de Rolex. Rolex. Oui. Et on te la vend comme... Ça y est, c'est la Michael Jackson du cinéma, Zendaya, quoi. Le Michael Jackson du cinéma. Mais non, mais dans le sens où, genre, c'est l'actrice la plus demandée à Hollywood, c'est la star, tout le monde la connaît, Et c'est pourtant, la- elle apparaît au total en temps d'écran, elle doit avoir 2 minutes de temps d'écran. Oui. Et je repense aussi tu sais, à toutes les polémiques sur le côté un peu woke de ce film. Je trouve qu'en fait, l'actrice et l'acteur qu'a pris Nolan, je trouve qu'à chaque fois, c'est des bons choix, en fait. Par exemple, Lupita Nyong'o, je trouve qu'elle a vraiment cet aspect que j'aimais beaucoup dans Us, qui est d'être une femme très belle et en même temps très effrayante. Et je trouve que c'est super bien choisi. Ou alors Oui. Elliot Page aussi, tu vois. Mais tu vois, pour pas trop partir en longueur là-dessus, c'est des polémiques ultra stériles, parce que vu qu'il y a un côté ultra universel du mythe terre à terre, et que ça, justement, ça se veut pas s'inscrire dans un côté ultra mythologique, ça pose aucun souci de vraisemblance ou autre. Donc, Même Himesh Patel, qui est le second d'Ulysse. ouais, mais c'est pas du tout il n'y a aucun moment où, parce que le truc qu'on pourrait dire, c'est oui, c'est pas réaliste, ça te sort du film, c'est pas historique. Bah, mais en fait, à les- aucun moment ça te sort, puisqu'on est sur un truc d'un mythe universel. Voilà, les injures qu'il peut y avoir dans le film, le fait Oui, le que- langage qui est utilisé ultra moderne aussi. Là, le daddy. Oh, you're my daddy, Ulysse. Non, il le dit pas. Mais En tout cas, il y a aucun, j'avais cherché ce terme, aucun tokenisme. C'est que ces acteurs, ces minorités ne sont pas mis dans le film pour être mis juste en mode regardez, on met des minorités. Je trouve qu'il y a toujours un point de vue et un personnage qui leur correspond bien. ça ne te sort pas du film. Non, pas du tout. Et je trouve pas que ça soit mis là pour être si là. tu en veux un fait. contre-exemple justement qui est intéressant, t'as le Mary Stuart, Reine d'Écosse, Mhm. qui est pas un bon film déjà parce que c'est juste pas un bon film en termes d'écriture, de narration, mais pour le coup c'est vrai que là t'es sur un film historique 15e siècle où justement t'avais plein d'acteurs en figurant de minorités, et là ça faisait très bizarre, en fait ça faisait très fait exprès, et en fait ça n'avait pas de sens dans le film. Donc là ça peut t'utiliser comme contre-exemple, là où je trouve que Nolan utilise très bien ses acteurs pour le coup. Mhm. Et voilà, de polémiques stériles et inutiles. Et... Non, mais pour conclure, voilà, je vais un peu me répéter, mais j'entends tout ce que vous dites. Hein. Je veux bien entendre que c'est un très grand film et que pour beaucoup, ça va être un très grand film, mais pour moi, ça ne restera qu'un visionnage. Moi, j'irais rechecker. Juste pour être sûr, parce que bon, il m'est encore très difficile d'accepter que j'ai pas aimé un film de David Fincher, The Killer. The Killer. Ah, ok. Il me faudrait process encore l'idée de ne pas avoir aimé un film de Nolan. Oh, ça va. En tout cas, voilà, en Tenet. résumé, Il y a eu Tenet, quoi, putain. Tenet, c'était vachement bien. Oh là Non, là, oh là là. Mais on a beaucoup parlé. Non, mais beaucoup- juste un petit résumé. Non, c'est juste que moi, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça spectaculaire. Enfin, spectaculaire, mais en même temps. Pas qu'un bon moment, Fred. J'ai adoré, j'ai adoré. Franchement, je partage l'avis de Fred, Ah c'était oui, très bon. Hein. C'était génial. Allez, est-ce que tu as des chiffres pour... Il est sorti hier en France, mais... Oui, bien sûr que quand j'ai quand même les chiffres. Alors, Nolan a quand même eu l'audace de proposer un film à 250 millions de budget, rated R aux États-Unis, interdit moins de 12 en France, quand même. C'est un des rares cinéastes à pouvoir proposer ça, donc c'est à noter quand même. Pour un box-office en France qui était pour celui du premier jour, donc le 15 juillet, à 232 972 entrées, donc bien évidemment, premier des nouvelles sorties du jour et quatrième meilleur premier jour de l'année. En ce qui concerne le box-office US, il n'y a que des estimations parce qu'au moment où on enregistre, le film n'est pas encore sorti. Le week-end de démarrage aux États-Unis se situerait aux alentours des 100 millions de dollars.
pas mal. Pas mal. Bon, il faut qu'on enchaîne, les amis. Mais en fait, on va enchaîner avec les chiffres. Vous savez quoi ? On va faire les chiffres de Christopher Nolan maintenant. Et donc, Jérémy. Donc pour continuer sur l'Odyssée, donc je me suis attardé sur les chiffres d'un réalisateur d'une génération, du génie absolu pour certains, à réalisateur à la fanbase trop aveuglée pour voir les défauts de ses films pour d'autres, Christopher Nolan. Oui, c'est ça l'intro de mon film, Ça va, de moi, ma chronique. J'ai grandi, moi. Tu sais, le mois de 17 ans, c'est plus le même que le mois de 27. Hein. Oui, non, mais il y en a Si, les deux aiment toujours Avatar. Oui, non, mais je ne visais pas toi uniquement, Owen, je trouve qu'en général, un peu les fanboys de Nolan, faudrait qu'ils se calment. Oh, je vais me mettre à dos pas mal de monde. Donc, petit rappel d'usage, tous les films vont être pris en compte sauf l'Odyssée pour les chiffres du box-office. Donc, Christopher Nolan, c'est 28 ans de carrière depuis son premier film Following, sorti en 1998. L'Odyssée, c'est son 13e film, soit à peu près un film tous les 2 ans. Et si vous voulez vous faire un marathon des films de Christopher Nolan, il va vous falloir 1811 minutes, soit 30h11. Le film le plus court de sa filmographie, c'est son premier film Following, avec sa petite heure 9, et à l'opposé, son film le plus long, c'est son précédent film, Oppenheimer, avec ses 3 heures tout rond. En moyenne, un film de Christopher Nolan, c'est quand même 2h20 quasiment, donc faut s'accrocher. Et à l'exception de Dunkerque, il n'a pas sorti un film de moins de 2 heures depuis Batman Begins. Dunkerque, il fait moins de 2 heures. C'est le seul depuis Batman Begins qui fait moins de 2 heures. Mais on avait parlé à un moment, tu vois, de Sergio Leone, de Jackson, de se demander quels sont les réalisateurs qui ont les films les plus longs, et il est pas mal. Il est pas mal, le Nolan. Christopher Nolan, c'est 536 nominations pour 234 victoires dans des cérémonies de récompense, dont 2 Oscars, les 2 pour Oppenheimer, avec meilleure réalisation, mais également meilleur film. Ensuite, si l'on prend les notes IMDb, son film le mieux noté, c'est lequel selon vous ? Interstellar ? Ah oui, Interstellar. Ouais, Inception. Ouais, mais j'aurais peut-être dit Dark Knight. Non, j'aurais dit Inception, moi. Julien a raison, c'est bien The Dark Knight Bah. avec 9,1 sur 10 qui en fait le 3e film le mieux noté d'IMDb. Et en même temps, c'est un peu le meilleur film du monde. Et à contrario, son film le moins bien noté, c'est lequel ? J'attends. Ça va être Tenet. les premiers. Ah oui, Tenet, il est détesté. Non, après, c'est le premier, genre, il a pas fait un film qui s'appelle Following. Ah, Insomnia ? Non, c'est bien Insomnia. Bon, Tenet, ouais. Non, c'est Memento, les gars. Oh. Sérieux ? Ah, quand même 7,2. Je l'ai C'est pas vu. tout ? Et ouais. Sérieux ? C'est tout. Alors attendez, Franchement, c'est un des meilleurs Nolan. attends, je viens d'avoir un truc dans ma tête, je me demande si au moment de noter, je me suis pas trompé de film, et si c'est pas Insomnia justement. Mais Je vérifie ça de suite. le souci que tu dis, Julien, c'est un des meilleurs Nolan. Le problème, c'est que la moitié des films de Nolan Sont des meilleurs Nolan. Non. Je confirme, donc j'ai bien eu un petit AVC au moment d'écrire la chronique, donc c'est bien Insomnia qui a 7,2 et pas Memento. Ah, je me disais. qui est vachement bien. Hein. Franchement, Insomnia, C'est peut-être le meilleur film de Nolan, hein. c'est un des meilleurs films de Nolan. Hein. Et donc en moyenne, un film de Christopher Nolan est noté 8,17 sur 10 sur IMDb, ce qui, je me demande, n'est pas la meilleure moyenne pour un réalisateur sur ce site. En tout cas, il a une statistique incroyable, 9 de ses films sont dans le top 250 des meilleurs films du site. Continuons avec les budgets. C'est une évidence que Following quasi autoproduit et son budget est le moins important, avec $6,000 de budget, soit pour vous donner un ordre de comparaison, qui ne vaut peut-être rien, mais c'est un ordre de comparaison quand même, et je trouve ça parlant, c'est 125 fois moins le budget d'Obsession, sorti cette année. J'étais sûr que t'allais sortir Obsession. ouais. Intéressant. Intéressant. Et ça a bien changé puisque son budget le plus important est pour l'Odyssée qui pointe donc à $250 millions, comme je l'ai dit tout à l'heure, à égalité avec un autre de ses films, The Dark Knight Rises. Donc en moyenne, un film de Christopher Nolan, c'est 131 millions de budget avec un coût total estimé à 1,7 milliard de dollars. Mais pour des sacrés résultats, autant critiques comme on l'a vu, mais aussi publics, car c'est le moment de parler box-office, Christopher Nolan a engrangé plus de 2,3 milliards de dollars de recettes au box-office américain avec comme plus gros succès The Dark Knight avec 533 millions et atteint les 100 millions sur 7 de ses films. Niveau mondial, c'est différent car c'est sa suite, The Dark Knight Rises, qui a fait le plus de recettes de sa carrière avec pas loin de 1,1 milliard. Ce réalisateur a engrangé au total un peu plus de 6 milliards de recettes mondiales avec en moyenne des films faisant environ 500 millions de recettes. Et en France, et comme souvent quand je fais les chiffres, ce n'est pas celui qui a le mieux fonctionné aux USA à niveau mondial qui a fait le plus d'entrées en France, puisqu'il s'agit de... Oppenheimer. Non. Ah, Inception. Pas loin parce que Oppenheimer c'est le deuxième. Inception a fait 4 915 637 entrées, près de 500 000 de plus qu'Oppenheimer, qui est donc le deuxième meilleur succès de Nolan en France. en plus, j'ai vu l'info hier. A contrario, son film ayant fait le moins d'entrées en France, c'est bien évidemment son premier film, encore cité dans cette chronique, Following, avec exactement 10 370 entrées. Le cumul de ces entrées françaises s'élève donc à plus de 27,2 millions d'entrées, avec une moyenne à plus de 2,2 millions d'entrées par film, ce qui est quand même très, très honorable. Passons à nos chiffres sur la filmographie de Christopher
Christopher Nolan, et ça va être assez rapide car Fred est dernier avec 9 films vus sur le nombre sur sa filmographie. Il y a combien de films au total déjà? 13. J'ai pas vu sur ses 13. premiers et j'ai pas vu Dunkerque. Julien et moi suivent ensuite avec 10 films vus. Et enfin, Owen plie encore une fois le game en ayant vu toute la filmographie de Nolan, donc 13 sur 13. Oui. Je suis sûr, il a même vu le 14e, ce même nom, on l'a pas vu. Dis-toi que depuis The Dark Knight Rises, je les ai tous vus au ciné. C'est comme Pixar, je suis très très assidu. Avec Avatar. Ouais, mais Avatar, c'est moins compliqué. 8 films ont été vus par tous, donc l'Odyssée qui en vient d'en parler, mais également sa trilogie Batman, Inception, Interstellar, Tenet et Oppenheimer. Owen est donc le seul d'entre nous à avoir vu Insomnia, Oui. mais à l'inverse, je suis le seul autour de la table à ne pas avoir vu Le Prestige. Ah. Tu connais le twist? Non. Ah. Moi, je connaissais le twist et j'ai quand même kiffé. Ah. Donc, tu vas encore plus adorer, je pense. Moi, j'avais rien compris au twist. Quoi? Moi, j'avais rien compris. Alors, moi, j'avais trouvé ça incroyable et j'ai décidé de le montrer à ma mère. Et elle a rien compris. Voilà. Parce qu'en fait, la temporalité, elle est complètement mindfuck dans le film. J'étais trop jeune. Et j'ai eu le même souci avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je me souvenais, pour moi, le film, il était simple à suivre. Non, mais ça, c'est un truc de parents, parce que moi, mes parents, tu leur mets un flashback ou un flash forward et Ouais. ils sont perdus dans le film. Hein. Premier contact, même souci, tu vois. À chaque fois, genre la temporalité un peu bordélique, et ma mère qui est là en mode, oh, je comprends rien. Le seul film où j'étais perdu avec les flashbacks, c'était Alpha. Désolé. Hein. Mais pour Alors, celui-là. j'imagine un daron devant Alpha. Mais c'est fini, hein. Ah non, tu as dit, je suis le seul à avoir vu Following aussi. Je suis le seul. Non. J'ai dit que j'étais le seul à pas avoir vu Le Prestige. Oui, mais tu n'as pas dit que j'étais le seul à avoir vu Following. Mais non, je le suis. Je l'ai vu aussi. Tu l'as vu? Ah zut. C'est pour ça. Sinon, je l'aurais dit en fait. Hein. Bon, t'as vu, c'est vachement bien Following. Ouais, j'ai pas trop de souvenirs. Ouais, pareil, je l'ai vu pour l'avoir vu. C'est dingue, il y a que le Nolan des années 2000 où j'arrive vraiment à être bien dans ces films en fait. Parce que le Nolan des années 2010, Interstellar, je trouve que c'est surcoté. Attention, je rappelle que surcoté ne veut pas dire mauvais. J'ai pas aimé Tenet, The Dark Knight, je suis pas fan. Moi, j'ai honte, mais j'ai pas The aimé Dark Knight Rises, Oppenheimer. pardon. J'ai pas aimé Oppenheimer, je suis passé à côté aussi, à l'époque. Je comprenais rien, j'étais perdu. J'étais un peu en mode bon. Alors que là, l'audition, je l'ai pas dit, mais je trouvais ça tellement plus simple à suivre, tellement plus Le cool. pire, c'était net. Hein. Ouais, non, mais Tenet, j'ai abandonné. Dunkerque, j'aime pas aussi. Tenet, c'est un exercice de style. Dunkerque aussi, mais Dunkerque, j'ai moins aimé. Mais Tenet, c'était cool, hein. Moi, je l'ai vu 2 fois, c'était cool. On quitte Nolan, on quitte l'Odyssée, on revient vers quelque chose de plus... je sais pas. Brutal. Conda, Quoi? Estrata, Quoi? Montose, D'accord. Conda. Ah non, bah non. C'est ça la réplique pour un... Oula, il se passe des trucs là. Non, c'était la réplique d'Evil Dead, pour Oui. invoquer dans le livre des morts. Oui, d'accord, très bien. C'est tout. Tu nous as tiré une blague? Non, mais après tu comprendras, t'inquiète. Bon, Bonne nuit, Owen, ce soir. Bon, bonne nuit, Owen et Jérém. Sam Raimi a kiffé Vermine de Sébastien Vanissek et a donc refilé son bébé pour une nouvelle vision d'Evil Dead. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant d'accepter que Evil Dead, ça allait plus faire rire. Ah oui, ça t'as un vieux réac comme ça, toi. Carrément. Je comprends, c'est vrai que j'ai revu Evil Dead 2, et même au-delà du fait que c'était de la comédie horrifique, je trouve que la patte d'Evil Dead de Sam Raimi, c'est que c'était un film qui s'en foutait de tout. Oui, qui vraiment tentait tout, était des fois absurde, et n'était pas fait pour juste plaire à tout le monde, c'était vraiment une espèce de machin créé un peu avec le peu de moyens, et c'était génial. Après, est-ce que Vanitschek, du coup, est pas la meilleure personne pour prendre la suite de Rémi? Parce que, Je trouve que oui. son Vermine, c'est une énorme part d'autoproduction. Et même tous ses anciens courts-métrages, c'est un mec vraiment de terrain, Mais en fait, Vanitschek. Evil Dead, ça a la saveur d'une blague entre potes. Et c'est pas pour rien que pour moi, quand tu me dis ça, qu'il a été recherché Florent Bernard pour scénariser le film. Mais d'un côté, je me dis, bon, là, vas-y, tu vois, les Evil Dead 2, c'était en 89. Bon, ça fait depuis maintenant 2013 qu'ils ont relancé la saga. Il faut passer à autre chose. Il faut maintenant voir cette saga comme à 100% de l'horreur, quoi, avec un peu de blague de temps en temps. Justement, je trouve que Vanitschek, il a ajouté un peu plus d'humour dans celui-là, légèrement. Je trouve pas non plus que ça soit. Mais je pense qu'il faut assumer maintenant que voilà, la dimension d'Evil Dead, c'est plutôt de faire de l'horreur un peu gore, outrancière, très brute en fait, mais qui soit plus aussi drôle et décomplexé que pouvait être la première trilogie. Oui, et là, je mettrais je ferais une comparaison et surtout une différence plutôt entre Rise et Burn. Rise, c'est vraiment du gore. Et même le Evil Dead de 2013, du coup, c'est ça. Je trouve que Evil Dead Burn est plus violent que gore. Et je sens que tu ressens plus la violence
que des effets tapageurs, et tape à l'œil juste pour impressionner le spectateur. Ouais. Je trouve que là, il y a quelque chose de viscéral qui se dégage dans Burn, parce que est-ce que c'est dû justement au fait juste de la pure violence qui est mise en scène, ou est-ce que c'est dû aussi à la mise en scène en elle-même, parce que c'est quand même très bien réalisé, je trouve. En fait, je trouve que ce qui est bien au début, ça m'a un peu fait peur le début du film, c'est que c'était beaucoup de très gros plans, des inserts qui partaient un peu dans tous les sens, moi ça me faisait un peu mal à la tête. Et à un moment, j'ai compris que le réal, en fait, il s'est intéressé des fois à faire des séquences qui étaient vraiment en plan d'ensemble, pas du tout cutés, genre des espèces de plans séquences. Et ça m'a plus rappelé des séquences de films d'action plus que de films d'horreur. J'ai eu la même réflexion, en tout cas, je me suis dit, c'est un vrai film d'action. Et qu'en fait, ça se renouvelle, enfin, la mise en scène se renouvelle selon les pièces dans la maison. Genre, t'as cette intro de 15 minutes, je comprends pas trop comment c'est monté, mais tu vois, tu regardes comment est découpé le plan séquence et comment est découpée une scène qui se passe après, comme celle dans la salle de bain, c'est plus du tout la même chose. Oui, à chaque pièce, à chaque fois, il va toujours prendre ce qu'il a à prendre dans la pièce et en faire quelque chose d'intéressant. Et c'est ça que j'aime dans les films d'horreur. On parlait il y a quelques semaines, là, je parlais d'Okum qui utilisait rien de ses décors. Pour moi, un bon film d'horreur, c'est ça. Oui, et je trouve que vraiment, là... Au final, ça reste alors pas tout le film, mais ça reste un huis clos pendant 70% du film. Et pourtant, ça se renouvelle bien. Et moi, je vais arriver à mon point. Je pense que c'est le meilleur film d'horreur de la décennie avec The Substance. Ah oui, à ce point-là. Alors, je ne serais pas à ce niveau-là, mais j'avoue, j'avais peur d'overreact, parce que voilà, c'est le fait que c'était un Français, que j'avais beaucoup aimé Vermine, j'avais peur, tu vois, Et donc du coup, j'ai un peu atténué, et je me suis un peu limité dans mon appréciation du film, mais en le revoyant, parce que du coup, j'ai été le revoir avec Owen pour être sûr, non, j'ai vraiment kiffé mon moment, quoi. Je trouve qu'il y a un très bon film. Moi, j'ai pas vu Vermine, je découvre Vanitschek par ce biais-là. Ah d'accord. Moi, Vermine, j'avais été moins touché à l'époque. Je trouvais que c'était cool. Il montrait qu'il savait vraiment mettre en scène des choses, mais je trouvais que le sujet moi m'intéressait pas. Mais dans celui-là, moi, à la limite, c'est pas un problème, c'est que il a vraiment une mise en scène qui est là, qui est illustrative, il y a plein d'idées de partout, c'est génial. Mais ce que j'avais vu un peu à la fin du film, c'est que comme je trouve Evil Dead Rise, que j'aime pas du tout. Pour le coup, Evil Dead Rise, je l'ai revu, je comprends pas ce film. Mais Evil Dead Burns, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il te met tellement de choses dans la tête que à la fin, je trouve que le final avec le boss final, parce qu'à chaque fin d'Evil Dead, il y a une espèce de boss final, je trouve que ça perd un peu en ampleur. Moi, ça me fait pas peur. En plus, il y a ce côté où c'est donc, moi, je spoil pas, mais c'est un personnage qui est vraiment gravement brûlé, qui est presque fait en effet numérique. Et je trouve que ça perd un peu j'ai moins peur en fait à la fin. Je sais pas pour vous. Moi, je trouve que la fin du film m'a un peu. J'ai eu des poils. Ah ouais. Ah franchement, j'ai eu des poils. Après, en fait, c'est un film super référencé, genre tu sais, ça prend en référence Freddy Krueger. Oui. Genre le daron, c'est clairement Freddy Krueger, quoi, même en matière de faciès. D'ailleurs, je veux que ce soit cet acteur-là pour le remake. Mais même juste l'apparition du boss final. Non, l'apparition est géniale. C'est Terminator. Non, mais t'as vu le plan qu'il introduit quand même. Oui, non, le plan est génial, exceptionnel. Mais après, j'ai un peu ce truc où c'est le fait qu'il se soit caché derrière une espèce de masse brûlée, ça me fait moins peur que cette famille qui justement s'auto-mucile et se retourne, tu vois. C'est ça qui me... Parce que vraiment, alors, je vais redire ce que t'as dit un peu avant, c'est que vraiment le tout premier, avant l'écran titre, je ne comprends pas. Vraiment, la mise en scène et la façon dont c'est montré, je suis pas forcément le plus friand. Ah, la scène du lac. Voilà. Non, mais même tout ce qu'il y a après, la scène dans le bar, etc. Même la transition voiture cul. Mais en vrai, tu vois, la scène du lac, je pense, parce que c'est des choses qu'on a obligé à Vanitschek à mettre dans ce film pour faire le lien avec les autres. C'est ça. Et donc, du coup, quand c'est sa propre œuvre, etc., et que c'est vraiment le huis clos dans la maison, mais déjà, la scène de repas, c'est une des scènes de repas les plus tendues que j'ai vues depuis longtemps. Prends-en de la Gun Parsons. C'était gratuit. Et après, du coup, il continue son truc jusqu'au bout et t'as des mouvements de mise en scène, quoi. Enfin, les mouvements de caméra, pardon, les mouvements de caméra, juste. Moi, ça dans le film, c'est ça. Il me vend le film pour ça, quoi. Ce plan dans la salle de bain là, où t'as la mère et l'héroïne qui sont contre un mur, puis contre le plafond. Et la caméra les suit, mais plusieurs fois la caméra, je trouve qu'elle suit justement les monstres. Après, elle fait une rotation 180. C'est vrai que ça va dans tous les sens. Mais moi, en fait, j'ai beaucoup comparé du coup avec les deux précédents, et bizarrement, tu vois, le premier qui est un peu qui est basique, qui se contente vraiment juste de reprendre les éléments d'Evil Dead 2 de Sam Raimi et d'en faire un film d'horreur, et j'ai préféré ce film-là parce que je trouve que sur le rythme, il marche mieux. Je trouve que c'est vraiment un bon crescendo, peu à peu ça augmente, et le final d'Evil Dead de 2013, je trouve qu'il est génial. T'es pas le seul à me dire ça. Là où Evil Dead Rise, moi pour le coup, pourquoi j'aime pas Evil Dead Rise, je trouve que pendant 1 heure, Lee Cronin il se contente juste de filmer la mère qui est vraiment flippante. L'actrice en elle-même, elle a vraiment un sourire de base sans maquillage qui est assez flippant, et j'ai l'impression qu'il aime tellement son actrice qu'il n'arrête pas juste de la filmer pendant 1 heure, et puis après 30 minutes ça part un peu en volée. Il y a la scène de l'ascenseur qui est culte mais qui est juste référencée à Shining,
Et la toute fin, c'est la même chose avec Evil Dead Burn, c'est une espèce de monstre numérique avec 2-3 visages qui en fait fait plus peur, tu vois. C'est ça que j'ai. C'est ça que j'avais en fait, et je trouve que celui-là est génial parce qu'il y a vraiment plein d'idées de mise en scène, mais c'est plus sur le rythme. Il me donne tellement de choses, je kiffe tellement mon moment que la fin, je suis un peu en mode waouh. Non, et puis, moi, pour rejoindre ton truc par rapport à Evil Dead Rise, le truc qui me chiffonne vraiment par rapport à Rise, c'est que là, on est dans un film qui dit « Oh là là, attention, on s'attaque aux enfants et à la maman », mais je trouve qu'il n'y a pas trop de lien, finalement, qui unit les personnages. Je les trouve plutôt creux. Or là, moi, je trouve que déjà, partir que le point de départ du film soit un deuil, ça fait que déjà tous les personnages sont en tension, mais surtout je trouve qu'ils sont tous plutôt attachants à leur manière. Et ils ont tous des liens assez clairs dès le début. Hein. C'est ça, ouais. Ils ont pas de rôle-fonction comme ils pouvaient l'avoir dans Rise, tu vois. Tu sens une certaine cohésion, je sais pas à quoi c'est dû, mais tu sens une certaine cohésion quand même, tu vois. Puis vraiment ce truc d'une famille qui, déjà de base, tu pourrais retirer tous les démons, c'est déjà une famille terrible. Bah, je trouve le personnage de la mère, à un moment, tu sais plus si elle est vraiment possédée ou pas. En fait, tu dis, elle pourrait très bien agir comme ça sans être possédée. Et c'est fort. Ouais. Et c'est aussi la première fois où je vois les Deadites vraiment s'en prendre de manière aussi frontale avec des trucs aussi intimes et personnels aux personnages. Et je trouve ça super intéressant. Tu vois. En fait, il y a plein de choses où les Evil Dead n'ont jamais tenté ça. Le fait, quand je disais film d'action, j'ai l'impression que dans les autres Evil Dead, à chaque fois, c'est un personnage qui est isolé et qui se retrouve face au monstre. Mais là, à chaque fois, ils sont juste tous ensemble contre le monstre et ils peuvent rien y faire. C'est ça. Et puis, genre, c'est un vrai film de baston à certains instants, quoi. C'est ça qui est fort. Et qui fait tout autant peur. Hein. Il y a des jumpscares qui fonctionnent très bien. Ah oui. Mais en fait, je me suis dit, les démons, finalement, à part être des zombies over the top, dans ce film-là, c'est tout ce qu'ils sont. Et pourtant, ça fonctionne quand même très bien. Et voilà, donc les jumpscares ils fonctionnent, les deadites fonctionnent, les éléments violents fonctionnent, les éléments gore fonctionnent aussi, parce que moi le coup de l'oreille, là, moi je m'en suis toujours pas remis pendant les deux visionnages, moi, j'étais pas bien. Baiser, hein. Moi ça m'a. Bizarrement, baiser, moi je peux pas. Quand ça se pécho comme ça, là. Et j'ai pensé, parce que je peux en parler, elle est déjà venue dans notre émission, Calista, ne regarde pas ce film. Ah oui. Parce qu'Akesta a peur des fluides. Tout ce qui est salive, etc. Mais il ne faut pas qu'elle regarde ce film. C'est pas possible pour elle. Et moi, la scène du baiser m'a dégoûté. Enfin, vraiment, je ne pouvais pas regarder l'écran, c'était horrible. C'est dingue, il y a une certaine poésie dans le truc. Mais c'est un beau plan en plus, il est à la fenêtre. Ah oui, non, c'est un très beau plan, mais non. Le dialogue juste après, il est magnifique. Bref, il y a du sang de partout, ça s'embrasse, t'as toute la gencive qui tombe dans la bouche de l'autre. Ça vient faire la langue et tout, genre un bon T'as envie de le voir du coup ou pas? On donne envie de le voir ou pas? Toujours curieux. Un bon baiser français comme on sait si bien en faire, tu vois. Mais voilà, en tout cas, ça prend un bon terreau, le côté un peu malin. Celui-là, c'est de nous parler d'une relation toxique, d'une famille en fait toxique. Son mec à la meuf, il vient d'une famille qui est totalement voilà, irrespirable de base. Irrespirable. Et donc, on disait le film d'action, je vais pas comparer à Jackie Chan, mais non, mais en vrai, quand tu regardes bien, le truc de la voiture, en fait, à chaque lieu utilisé pour faire de la cascade et trouver des manières de mettre en scène. Ouais. Et pour moi, Jackie Chan, c'est un peu ça. C'est ça. Non, mais tu vois, vraiment, ils ont été, je sais pas, au moment de l'écriture du tournage, ils sont allés ils étaient en bagnole, ils se sont dit, mais attends, avec quel élément on pourrait s'amuser à faire des trucs, quoi. Et pareil, on va dans la cuisine, une cuisine, ça a été fait 1000 et 1000 fois, mais qu'est-ce qu'on peut trouver de différent, qu'est-ce qu'on peut trouver de nouveau, pareil dans la salle de bain. L'escalier avec la grand-mère, enfin, tout est utilisé à chaque fois à son maximum. Et c'est génial. Juste pour terminer, parce que je trouve qu'on dit beaucoup de bien, mais bon, à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Le plan dans le miroir, pareil, j'étais impressionné. Parce que les trucs de plan dans le miroir, t'en as vu je sais pas combien de fois, mais le fait qu'il ne coupe pas juste après, une fois que t'as révélé que c'est plus dans un miroir, mais qu'il continue le plan derrière, ça par contre, j'étais impressionné. Et j'étais en mode, bravo. Ah, j'ai envie de le revoir, mais faut voir des nouveaux films, parce que là, si je vais revoir l'Odyssée, et si je vais revoir Evil Dead Burn... Tu vas bien revoir Avatar. Bah ouais, oui. tu peux laisser une chance. Oui. Allez, on enchaîne, les amis. Là, on passe à la chaleur, non? La chaleur. Ah ouais. Está caliente, Federico. Si. Tu as vu un film de Stéphane Demoustier? Stéphane Demoustier. Qui fait chaud. Qui fait chaud, et ça s'appelle La Chaleur. Un peu déçu par le film. Le pitch du film, c'est qu'on a un jeune adolescent qui s'appelle Marwan, qui passe ses vacances dans un camping dans les Landes avec sa famille et qui se sent un peu à l'écart parce que voilà, c'est un peu vraiment le cliché du jeune adolescent qui est mal à l'aise dans sa peau, qui a eu aucune relation sexuelle jusqu'à maintenant, enfin il est encore jeune mais bon, et qui est entouré de plein jeunes hommes torse nu, un peu sexy avec des filles hyper sexy, et voilà, on a vraiment ce contraste entre ce jeune geek qui passe son temps à être replié sur lui-même et cette jeunesse un peu dévergondée. Et en fait, pendant ces vacances, vous avez Marwan qui va se faire harceler par un autre garçon qui s'appelle Oscar, et par inadvertance, en fait, il va le pousser du haut d'une espèce d'aire de jeu et il va tuer Oscar.
mais par inadvertance. Et donc tout le reste du film, c'est Marwan qui va cacher le corps et qui va passer son temps en fait à essayer de faire profil bas et essayer de passer à autre chose et à vite demander à ses parents de rentrer à la maison parce que c'est la fin des vacances. Donc tout le film, il y a vraiment cette espèce de culpabilité qui prend qui est un peu lourde à porter. Mais moi, ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est que Marwan, l'acteur, alors je sais pas si on peut dire qu'un acteur joue mal, mais pour moi, il est mal dirigé. Et je trouve que tout le film, en fait, le côté très apathique du personnage. Il faut savoir qu'il a une espèce de coupe de cheveux avec une grosse frange qui lui cache à moitié les yeux, donc en fait on voit presque jamais rien. Et je trouve que l'acteur joue pas si bien que ça, et du coup ça nous sort énormément du film. On est juste là à voir un mec qui est là, et tu te dis bon, on a compris, tu t'en coupes pas, mais joue s'il te plaît. Et il y a un truc un peu dur. Après à la limite, voilà, le film il reste assez léger. Il a la chance d'être accompagné de plein d'acteurs qui justement le soutiennent dans leur jeu. Dans le film, il a un ami qui s'appelle Noé, qui est un jeune homme un peu en surpoids, qui a pas du tout confiance en lui, qui arrête pas de dire qu'il veut aller, je dis des mots un peu durs, qui veut aller baiser toutes les meufs du camping. Et en fait, on se rend compte à un moment que ce jeune ami, en fait, il est juste amoureux de Marwan, en fait, qu'il est homosexuel. Et il y a plein de petits personnages comme ça qui sont assez attachants. Et c'est grâce à ces personnages qu'on arrive à garder, à rester dans l'histoire. Mais dès qu'on suit Marwan, à un moment, on se dit bon bah ok quoi. Il y a plein de choses en fait qui sont ajoutées pour essayer de créer une espèce de tension. Moi, je pense à la BO du film, ça ressemble beaucoup à des chants, à des sortes de bourdons. Il y a pas de paroles, mais une espèce de musique très grave, mais qui revient constamment. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui est jamais repris ou changé. C'est toujours le même ostinato, les mêmes vibrations. Et au bout d'un moment, tu te dis bon bah même chose, on a compris. Donc voilà, je trouve que le film avait une idée cool. Moi, à la limite, je pense surtout à plein de films à côté dont le film aurait pu justement essayer de s'inspirer. Récemment, je vous parlais de Paranoid Park. Je trouve que c'est génial que j'ai vu le film juste avant, parce qu'en vrai, Paranoid Park, c'est clairement ça. C'est un jeune adolescent qui tue une personne par inadvertance et qui se sent mal, et on comprend pas vraiment. Sauf que dans Paranoid Park, on le dit pas tout de suite qu'il a tué quelqu'un, on l'apprend peu à peu. Et je trouve que La Chaleur, peut-être, aurait gagné un regain de suspense avec ça. Je pense aussi à un film dont on avait déjà parlé chez DCP, c'était How to Have Sex, qui était une espèce de film qui montrait vraiment la jeunesse dévergondée. Et je pense que si La Chaleur avait pris aussi de ça, ça aurait pu être intéressant. J'avais un autre film, ça c'est mon film de cœur, désolé j'en parle tout le temps, Miséricorde. Le fait de garder une espèce de culpabilité et d'avoir ce jeu de chat et de la souris. Même chose, je pense que La Chaleur, ça marche pas très bien. Il y a certaines séquences où oui, t'as des policiers qui enquêtent sur la disparition d'Oscar, mais il n'y a pas une espèce de tension qui marche. Là où dans Miséricorde, on ressent vraiment ce truc qui peu à peu se resserre sur le personnage. La Chaleur, c'est pas vraiment le cas. Donc non, c'est une proposition comme une autre, mais un peu décevant, quoi. Je vais te proposer d'enchaîner directement avec Ghost Elephant. Oui. Ghost Elephant. Moi, quand je regarde un documentaire de Herzog, j'en ai vu que 2 pour le moment, donc Ghost Elephant et Au cœur des volcans. C'est drôle parce qu'on pourrait dire, c'est un documentaire un peu National Geographic, mais non. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses. Parce que c'est Herzog. Parce que c'est Herzog. Déjà, la voix d'Herzog, ça c'est un truc, je sais pas si vous avez déjà vu, mais Herzog il a déjà été, pas parodié, mais il a donné sa voix à un épisode des Simpsons, je crois. Oui. C'est ça, hein, dans les Simpsons, c'est pas Futurama ? Il y a un truc avec... Matt Groening en tout cas. Ou Family Guy peut-être aussi. Voilà, et en fait il prête sa voix à un documentaliste animalier. Et donc déjà il y a vraiment un truc dans la voix d'Herzog qui est vraiment devenu presque une parodie. Il a vraiment une espèce de ton très neutre, mais qui est très grave, et qui est très lyrique, très poétique. Et donc oui, effectivement, Ghost Elephant, il y a ce truc-là. Le sujet, en gros, c'est Herzog qui suit un docteur qui est spécialiste d'éléphants fantômes. En gros, c'est un homme qui a donné sa vie à la recherche d'éléphants dans les terres d'Angola, et qui un jour a une espèce de théorie, c'est qu'il aimerait bien retrouver les ancêtres d'un éléphant géant qui a été tué il y a au moins 30-40 ans. Et sa théorie, c'est qu'en Angola, il y a encore des éléphants géants que personne n'a jamais réussi à capturer en vidéo. Et donc tout le film, c'est une quête où Herzog va suivre ce mec. Et ce qui est génial, c'est qu'Herzog, il se contente pas juste de filmer des éléphants. En fait, il va surtout s'attarder à un personnage qui est en quête de quelque chose, qui est souvent une quête de l'impossible. Et Herzog, c'est tout le temps ça, en fait. Aguirre, c'était justement un conquistador espagnol qui veut découvrir l'Eldorado et qui commence à décimer tous ses compagnons. Fitzcarraldo, c'était un mec fan d'opéra qui veut construire un opéra en pleine forêt péruvienne. Et puis tous ces documentaires, à chaque fois, c'est des personnages qui se mettent en danger parce qu'ils sont fascinés par quelque chose. Toi, t'adores Grizzly Man. Grizzly Man, c'est clairement ça. C'est un mec qui a passé sa vie à vivre à côté de grizzly sauvages et qui un jour, tu meurs, quoi. Et donc, je trouve que dans Ghost Elephant, c'est ça, c'est ce personnage qui est très émouvant. Il le suit, tu sens que ce mec veut donner tout. Et en fait, ce qui est génial dans les films d'Herzog, c'est que c'est plus forcément que des films, c'est vraiment des témoins d'une avancée scientifique. Parce qu'en fait, dans le film, du coup, on va
retrouver ces fameux éléphants géants. Et c'est impressionnant, à la caméra, tu sens direct que c'est des éléphants qui n'ont pas une taille normale. Et tu te dis, mais attends, mais moi je suis là, je regarde un film dans une salle, comme tout le monde, mais j'ai l'impression d'être un témoin de quelque chose qui est inédit, quoi. Et donc, non, j'ai adoré. On retrouve tout ce que fait Herzog, la musique, un peu comme dans La Chaleur, c'est très drôle. C'est des chants un peu religieux avec des bourdons. À un moment, il met une version de l'Agnei Dei, qui est une espèce de chanson. Mais il y a beaucoup d'orgue, il me semble. Hein, chez, Il y a beaucoup d'orgue, il y a beaucoup de. En fait, lui, il va utiliser beaucoup des musiques religieuses, mais il n'est pas du tout religieux, Herzog. C'est juste qu'il aime le côté un peu transcendant, intemporel, en fait. Et du coup, dedans, cette version de l'Agnei Dei, c'est une espèce de chanson qu'on utilise pendant les messes. Et c'est génial, moi j'adore les. Après, moi je kiffe les musiques un peu religieuses, mais. J'ai cru que tu allais dire c'est génial, j'adore les messes. Non, mais en gros, voilà, je trouve qu'il utilise beaucoup de choses qui permettent de transcender ces images. Et in fine, en fait, les éléphants, on va pas beaucoup les filmer parce que c'est vraiment des animaux qui sont assez furtifs. Mais c'est plus la quête. À travers ce documentaire, on va aussi s'intéresser au peuple d'Angola qui vit encore avec des manières hyper anciennes, mais qui sont beaucoup plus avancées que ces chercheurs qui ont genre 1000 outils pour trouver ces éléphants. Donc en fait, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Et puis, c'est Herzog, quoi. C'est génial. C'est trop bien. Je veux le voir. Oui. In Wave de Phong Mei Nguyen, film d'animation français, qui est adapté d'une BD que j'aime beaucoup, qui est In Wave du coup de Al Django. Globalement, le film est bien hein, parce que ça suit la BD, la BD est très bien. Le seul gros problème, c'est que ça n'a pas du tout la même démarche artistique et je trouve que ça change totalement la réception. Je suis obligé de spoiler pour expliquer la différence de démarche, mais c'est un spoil, mais le film t'oriente quand même vachement dessus. Mais en fait, en gros, de base, In Waves, donc c'est une BD d'Al Django qu'il a fait pour rendre hommage à sa copine qui est décédée d'un cancer. Et en fait, ça, tu le sais dès le début de la BD. Ça prend la forme d'un hommage où il raconte leur rencontre amoureuse, mais à côté, en parallèle, dans la BD, il raconte toute une histoire du surf. Et en fait, cette histoire du surf, c'était à la base son projet d'études universitaires. Et en fait, les deux se mêlent très bien parce que tu as tout le rapport du coup avec l'histoire du surf. Lui, comment a découvert le surf par sa copine. Tu as tout un jeu de ton entre le sépia pour la partie historique, le bleu pour sa partie biographique à lui. Et du coup, ça, le film n'en prend pas du tout compte, que ça reste vraiment que sur sa relation, la relation de Hal avec Kristen. Et du coup, forcément, t'as pas la même démarche artistique et le même ressenti. Vraiment, dans la BD, les deux se joignent parfaitement et tout fait sens. Là où, du coup, le film reste que sur cette histoire amoureuse. Après, il le fait très bien. L'animation n'a rien à voir avec le style de la BD, donc ça apporte encore quelque chose de différent. Mais là, on est clairement dans du mélo. On joue beaucoup sur la musique, beaucoup sur le drame aussi. Et le truc qui est quand même intéressant par rapport à la BD, c'est qu'il y a des séquences qui ne sont pas du tout dans la BD qu'on peut voir dans le film. Pour ceux qui l'ont vu, la séquence à New York par exemple. Et du coup, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu vois Al Django qui prépare sa BD, donc la BD In Wave, donc tu vois des plans que tu as dans la BD, dans le film en train de les dessiner. Du coup, je pense qu'une fois qu'on a vu In Wave sans lire la BD, je trouve que lire la BD, ça apporte vraiment le complément parfait. Donc ça reste un bon film. Mon seul gros défaut, c'est le doublage, étonnamment. Pour un film d'animation français qui est plutôt habitué à avoir du bon doublage, je trouve le doublage très en dessous. Pourtant, on a quand même Lina Coudry en Kristen, mais je trouve que ça passe pas très bien. On a Kircher aussi, qui est dans le doublage, mais je sais pas. C'est vrai que tu te rends compte que doubleur, c'est vraiment, même en étant acteur, t'es pas forcément apte à faire un très bon doublage. Mais je conseille quand même. Jérém, on peut en parler 2 minutes parce que c'est Kill Bill. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. C'est trop bien, voilà. Bon, il y a pas de... Enfin, j'avais jamais vu le Kill Bill volume 2. Du coup, je l'ai découvert la deuxième partie du film avec ce visionnage-là de la Whole Body Affair. Qu'est-ce que c'est bien. Et ça m'a rappelé à quel point la première partie, en gros, c'est un vrai chef-d'œuvre parce que je l'ai vraiment pas vu passer l'heure 50 de la première partie, quoi. Donc, non, c'est franchement les 4h35 les plus facilement bouffées que j'ai jamais faites, je crois. Pareil. Et en fait, c'est génial de le revoir. Ça faisait depuis 2019, moi, que j'avais pas vu un Tarantino. Et même ça, j'ai vu plein de trucs entre-temps. Genre, j'ai découvert le cinéma d'art martial hongkongais, le cinéma de samouraï japonais, un peu plus de western. Et d'avoir un film qui est comme Kill Bill, qui dure 4h35, qui a 10 chapitres, et dont chaque chapitre va aborder des genres différents, qui va invoquer des idées. Et que Tarantino finalement va venir ingérer des tropes et des techniques de mise en scène qui va se réinventer pendant 4h35, tu les vois pas passer les 4h35 parce que c'est tellement bien structuré, monté, les passages dans le passé, le présent, le futur, c'est toujours trop cool, ça brasse plein de trucs, c'est incroyable. Moi j'avais peur justement avec cette manière de mettre les deux parties ensemble, que ça fasse trop foutoir du coup. Parce que pas du tout. Les Kill Bill 1, le 1, moi ce que j'aimais beaucoup, c'est justement le fait qu'ils mettent plein de styles. À un moment, t'as un court-métrage d'animation japonais, t'as plein de choses cool, mais du coup le fait de mélanger avec le 2, est-ce que c'est pas trop... Après le film était pensé de base pour être diffusé en une fois. Oui.
En fait, c'est ça, c'est que les gens parlent de Kill Bill 1 et 2. C'est pas vrai, c'est volume 1 et volume 2, mais Kill Bill, de base, Tarantino l'a présenté à Cannes tel quel. Tout le monde lui a dit, mec, ton film, il est un peu long, coupe-le en deux. Mais c'est tout. C'est que de base, Kill Bill, c'est un film. D'accord. Donc techniquement, il a pas encore atteint ses 10 films. Oui, parce Ah bah qu'il non. considère que c'est un seul film Kill Bill. Ça a toujours été considéré comme son 4e film, et c'est tout. Et là, son dernier, c'était le 9e ou le 10e? C'était le 9e. C'est pour ça que là, ça fait longtemps qu'il dit qu'il va faire son 10e, mais il n'arrive pas à le faire parce qu'il se met trop la pression et il est bête. Oui. Voilà. Kill Bill, c'est incroyable. Et c'est un pur bonheur de le voir au cinéma. Et simplement, restez pas après la scène post-crédit parce que. Oui, c'est ça, le petit truc en plus de cette version, c'est un truc à la toute fin du générique. Déjà, le générique est assez long. Et en plus, je pense que c'est quelque chose qui est déjà dû être diffusé sur Internet en plus. Un truc fait par Epic Games, Ouais, donc, du Fortnite. coup, avec beaucoup de références type Fortnite. C'était un peu... Tu te demandes ce que ça fout là, quoi. Ça C'est s'appelle. quoi En fait, c'est présenté comme The Lost Chapter par Tarantino. Yuki's Revenge. Et en fait, moi je pensais que c'était la vengeance de Nikki. Et en fait, non, c'est la vengeance de la sœur d'une fille De Gogo. de Gogo que la mariée bat dans le premier volume. Et du coup, c'est juste un délire Fortnite d'une meuf qui est trop kikoulol. Excusez-moi, je suis vieux. Qui pourchasse Uma Thurman et au Sur milieu, Fortnite? sur Fortnite, quoi. Et c'est Enfin, tourné et c'est filmé comme un si c'était. style Fortnite dans le truc d'Epic Ah, Games. c'est un quoi. jeu vidéo en mode un peu à la Fortnite. Non, c'est non, pas mais Fortnite. l'esthétique est Oui, oui. très Epic Games, très Fortnite. Ah bah, t'as l'impression de regarder une séance de jeu de Fortnite. Mais c'est dingue, c'est trop bizarre, ça dure combien de temps? 10 minutes. Ouais, une dizaine Ah, de donc minutes. après le générique, il te met ça, genre. Ouais, et le générique il dure 15 minutes. Et je te jure que j'ai franchement failli me barrer de la salle en me disant oh là là, j'ai attendu ça pour ça. Mais bon, Kill Bill, c'est trop bien. Voilà, juste ça. Juste pour David Carradine, Uma Thurman, ils sont magnifiques tous les deux, je les aime. On va David Carradine, le pauvre. Le pauvre, ouais, Comment il est mort, oui, le Oui, pauvre. comment il est mort, c'est plutôt. tordu quand même, mais bon, on s'attardera pas dessus. On va pas le juger. On arrive dans la deuxième partie de l'émission, finalement on a fait les chiffres, et donc là on va faire un petit jeu fort sympathique que m'a soufflé mon ami Lucas. Il y a des acteurs et des actrices, même des personnalités du cinéma, ils arrivent dans le monde du cinéma et finalement ils gardent pas leur blase de base. Ah, oui. Pour des petits soucis divers et variés, voilà. Et donc, moi mon petit jeu, ça va être très simple, je vais vous donner des noms d'acteurs, actrices, réalisateurs qui sont leurs vrais noms civils. Didier Morville, c'est Joey Star. Par exemple. Bah voilà. Ouais, Il a gagné un point. Sort ta science. Alors, Oh, c'était dit avec un tel dédain. je vais Sors ta science. noter les points. Par exemple, Frédéric Austerlitz. Fred Astaire. Total score ou... Enfin, t'as... Non, j'ai pas vu, c'est ça? Oui. Sérieux? Moi, je crois que c'était une vanne. Moi, je crois. David Robert Jones. David Jones. Robert Mitchell. Non. T'as dit qui? David Jones. Non. Attends, redis. David Robert Jones. David Cronenberg. Non. C'est d'abord un chanteur qui a On est joué... dans quoi? On a d'autres DCP ou DM? Qui a joué... Bah, tais-toi. Qui a joué chez Nolan. David Bowie. Bowie. Oui. Ah bah oui, Oh. c'est l'habitude. Il a joué chez Nolan? Dans Le Prestige, Et oui. Ah mais oui. celui qui fait Nicolas Tesla ou Telsa? T'allais dire Flamel. Non. Julien, fan d'Harry Potter, ça se sent. Nicolas Flamel, c'est l'acteur français. Là. Donc- Comment il s'appelle? Julien, un point. Marie-Louise Tripp. Meryl Streep. Meryl Streep. Bah oui. Je t'avais. Melvin James Kaminski. Melvin James Kaminski. Qui a fêté ses 100 ans il y a quelques jours. Oh, d'accord. Avec Clint Eastwood. C'est 100 ans. Donc il est né en 1926. Melvin. Merci. Donc c'est un acteur des années 40, 50. Melvin Ouais. James Kaminski. Mais James Cameron. Melville. Jean-Pierre Melville. Melville. Non, mais d'accord. Merde. Mel. Merde. Mel Brooks. El Brooks. Et allez, ex aequo. Pour le moment, Julien a le truc. Hein. Nathalie Herschlag. Nathalie Portman. Ouh, bien joué. Il s'appelle Herschlag. Bah Portman c'est mieux. Hein. Michael John Douglas. Bah, Michael Douglas. Non. Michael Clark Duncan. Non, j'en sais Non. rien. Et c'est ça la blague, c'est Mike- que c'est un acteur de cette même génération qui s'appelle vraiment Michael Douglas et qui Michael a dû changer- Keaton. Oui. Yes. Il est fort. Je suis fort. Et d'ailleurs, Kirk Douglas n'est pas le vrai prénom de Kirk Douglas. Sofia Villani Cicolone. Monica Bellucci. Non. Je me suis dit, ça sonne italien. Mais... Sofia. Oui, c'est italien, mais Sofia Villani. Bah, Sophia Loren. Oui. C'est genre Coppola, mais c'est bête.
Nicolas Kim Coppola. Nicolas Cage. Ouais, vous êtes tous ensemble, donc... Collégial. Norma Jean Baker. Marine Monroe. Ah, il est allé trop vite. Tu l'avais, toi. Julie Anne Smith. Julianne Moore. Oh, ça y est, il remonte. Il est Il est de de retour. Ça y est, là. je Il est me en suis feu. refocus là. Le retour du Jedi. Gabriel Leviel. Gabriella. Gabriella, déjà, t'as chaud. Alors, c'est pas un acteur français. Hein. Gabriel, Son prénom, c'est Gabriel. non, il porte le nom d'un cinéma que tu aimes beaucoup, Fred. Max Linder. Maurice Joseph Micklewhite. Ah, c'est tout le nom, là. C'est son nom complet, Maurice Joseph Micklewhite. C'est un vieux, ça. Oh, c'est un très vieux, Oui. mais Il est encore mort. en vie, Ah. qui a pris sa retraite. Bah, Clint Eastwood. Lui aussi joue beaucoup chez Nolan. Michael Keane. Michael Caine. Bien vu, Ah, bien bien vu, vu. Fred. Yes. Tout pour gagner. C'est vrai qu'il a pris la retraite. Bon, il a joué dans Les Dents de la Mer 4, c'était le plus grand moment de sa carrière, je suis désolé. C'est quoi son dernier film? C'est Dark Knight Rises? Bah non, ça doit être C'est pas Tenet. Ah, Il apparaît dans Tenet. Ah oui, bah ça Ah doit oui, être ça. Tenet. Nul. Marc Sinclair Vincent. Ah, je le sais, putain, ça me dit un truc. Ah, c'est Vincent. Vincent. T'as dit comment? Marc Sinclair Vincent. Ça me fait dit, trop rire. ça me dit un truc. C'est Vincent Lindon, mec. C'est un super pote de Mathieu Kassovitz. Bah, Vincent Cassel. Non. Un super pote de Mathieu. Ah, Romain. Ironie, c'est de l'ironie. Ah, Ah. il l'aime pas, du coup. Ils sont pas potes du tout. Il aime personne, lui. Marc Sinclair Vincent. Gardez juste Vincent. Vincent Bolloré. Quel rapport? Alors certes, il est en train de racheter tout, mais... Vincent. Gardez Vincent. Comment Vincent Cassel est appelé dans La Haine? Vince. Oui. Vincent. Non. Vin. Ah, Vince. C'est un Vince homme. Vincent. Vin Diesel. Vin Diesel. Ah, putain. Mais oui, Vince, par À rapport quel moment ils se connaissent par rapport à déjà? Babylone AD, non? c'est Oui. ça Oui. Ah. Ils ont fait Babylone AD ensemble et Kassovitz et Diesel. Ils s'aiment pas. D'ailleurs, Ah. regardez fucking Kassovitz, le making-of de Babylone AD. Je l'ai regardé alors que j'ai pas vu le film, et c'est super intéressant quand même. Ok. Il est dispo sur YouTube, je crois. J'en ai plus que deux. Issur Danielovitch. Daniel Redis, s'il te plaît, Day-Lewis. ça. Issour Danielovitch. C'est un Américain. Donne des indices. On a parlé de son fils il y a quelque temps, dans le sens il y a 3 minutes. Quoi? Vincent Cassel, donc le père de Vincent Cassel. Non, pas celui-là. Mais pareil, un fils à papa qui a une grande Nico. carrière à Hollywood. Américain, du coup. Oui. Qui a valu un autre gars de changer son blaze. Vous avez pas suivi. Pas Michael Douglas, du coup. Bah non, mais du coup... C'est pas l'autre, c'est... Bah du coup, l'autre Michael Kirk Douglas. Douglas. Bah oui, Kirk. Ah, ouais, carrément. Issour Danielovitch est le vrai nom de Kirk. Ok. Douglas. D'accord. Et le dernier, Piotr Wieckzorkiewicz. Piotr Wieckzorkiewicz. André Tarkovsky. Non. Piotr. Piotr Wieckzorkiewicz. Ouais, mon gars, t'as même pas prononcé le nom. L'un des plus grands réalisateurs, acteurs, producteurs, scénaristes, Yorgos Lanthimos. monteurs Non. de son propre film. Xavier Dolan? Non. Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. Donc voilà, Piotr Wieck... C'est vrai qu'il avait une Piotr. identité un peu anonyme, obscure, ce mec. Bah Hein. c'est ça. Ouais. Mais son vrai nom, et Tommy on a réussi Wiseau. à remonter que c'était ça. Fred et Julien, vous êtes tous les deux à 4, mais Jérém a eu un moment de folie et il est à 8. Ah Quoi bon? Non, Il a pas fait 8. je m'en rends pas compte, je me suis pas rendu compte. Je pensais qu'on allait gagner. Quand on aligne nos points, on est à 8. C'est un peu notre Mobutu du cinéma. Jérém, hein. Je vous amène que en demi, après c'est fini. Allez, Joker. Il y a pas longtemps, il y a littéralement 3-4 jours, j'ai vu A Bronx Tales. Je sais pas si vous l'avez vu. je vois pas ce que C'est c'est. le premier film de Robert De Niro. Ah, qu'il a fait en tant oui. que réalisateur, un l'ai film vu. sur 2, puisqu'il a réalisé 2 films au total. Mais oui, Et du coup, bah, moi, très curieusement, je suis Bronx Tale, film de mafieux, New York, De Niro, ça va être du Scorsese bis. Voilà. Et en fait, pas du tout. Il arrive totalement à se détacher de ça. Le film est plus qu'un film un peu sympa d'un premier réalisateur, c'est vraiment un bon film que je conseille vivement. Et je me suis dit, mais c'est vraiment dommage que De Niro ait pas fait plus de films. Il a fait un deuxième, je crois que c'est une comédie, mais ça va pas. Apparemment, c'est pas très bien. c'était pas dans les années 2010, un truc comme ça. Il y a pas 2000, je crois. il doit y avoir 10 ou 20 ans Ouais, parce que d'écart. c'est 93 The Bronx Tale. Et en fait, du coup, je me suis dit, j'ai pensé en fait à tous ces acteurs
réalisateurs. Genre, tu sais, les acteurs qui font un film ou les acteurs en fait qui n'ont jamais fait de film. Genre Danny Boone. Il a fait Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, je sais. Non, Non, mais en fait, moi, ma référence d'acteur-réalisateur, c'est Danny Boone. Ah waouh. Depuis que je suis tout petit, Non, c'est mais ma rêve. tu vois, parce que quand tu penses acteur-réalisateur, bah, tu dis De Niro, tu penses tout de suite à un acteur, pas un réalisateur. Et bah, forcément, acteur-réalisateur, moi, il y en a deux qui me viennent en tête comme ça. Bah, il y a Robert Redford Et Danny Boone. et Clint Eastwood. Ah oui, Le c'est Le vrai. deuxième film, c'était Raison d'État en 2011-2012. Ok. Je crois que c'est pas un thriller même. Je dis Oui, une ça comédie, ressemble oui, plus mais à un c'est ça. thriller, ouais. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais juste une réflexion comme ça qui a vu tous les acteurs-réalisateurs, je me suis dit même des acteurs de notre génération qui pourraient passer derrière la caméra. Et je sais pas si vous avez déjà eu un acteur où vous vous êtes dit, j'aimerais bien qu'il fasse un film, voir ce qu'il peut donner comme film. Tu vois, là, je passais des listes d'acteurs au hasard, mais je me dis des mecs comme Brad Pitt, Christian Bale, Phoenix, Gosling, en fait, ils ont tellement joué dans des films différents pour des réalisateurs différents. Alors Ryan Gosling a déjà réalisé Il a un déjà film. fait un film. Ok. Mais c'est marrant parce que Lost là, River, je crois. on associe plutôt à des acteurs qui ont 40-50 ans, tu vois. Mais des Brad jeunes. Pitt, il a quand même une vision, on va dire, plus. Ah oui, il a 60 ans passés. Puis il a le côté producteur aussi. Bah c'est ça, il a fait beaucoup de productions. Mais du coup, oui, moi, j'avais pas vu pour Gosling, mais c'est vrai que j'avais vu pour Ethan Hawke, par exemple. Ethan Hawke, tu penses pas forcément au réalisateur, pourtant il a fait 4-5 films, beaucoup de biographies fictives, mais il avait fait aussi l'adaptation de son propre roman. Et sinon, bah, par exemple, en dernier, je crois que le modèle le plus récent qu'on a, c'est Viggo Mortensen. Oui. Qui a vraiment passé deux films qui ont rien à voir avec le reste de sa filmo et qui étaient très personnels. Et vous, je sais pas s'il y avait des acteurs où vous aurez été curieux de voir C'est marrant parce passage que à la réalisation. je repense à un acteur que tu aimes beaucoup, et en fait tu l'aimes plus en tant que réalisateur, mais qui était très acteur de base, Takeshi Kitano. Oui, Bah, typiquement. c'est un enjeu très similaire. Mais Takeshi Kitano, pour moi, ce serait l'exemple parfait parce que le mec à la base, c'est même pas un acteur, c'est un humoriste. C'est vraiment, c'est un mec qui présentait Takeshi Castle, donc vraiment les émissions, vraiment, bah, entre guillemets, les émissions à la con en fait, type japonaise d'épreuves, très dans le divertissement, et qui s'est retrouvé un jour par hasard, et il avait commencé sa carrière d'acteur en fait sur le film qui était Violent Cop. Le réalisateur s'est barré. Du coup, c'est lui qui a pris le relais et tout le monde se fichait un peu de lui. On s'est dit Kitano qui va réaliser un film. Et Violent Cop, c'est plus qu'honorable pour un premier film. Ça a tous les défauts que peut avoir un premier film, mais c'est plus qu'honorable. Tu voyais déjà tous ces effets de style, de mise en scène. Et le fait que, pour un mec qui vient du monde de l'humour, il a un cinéma finalement très noir en termes d'humour, mais aussi très noir en termes de message. C'est souvent très dramatique, les films de Kitano, très violents. Donc oui, c'est un très bon exemple. Et vous, je sais pas si vous avez un acteur où vous vous êtes dit... vous seriez curieux de voir ce que ça pourrait donner à la réalisation. Vu que je suis fan d'un de ses films, j'aurais pensé à Josh O'Connor, un acteur un peu plus récent, un peu plus jeune. Je trouve qu'il a vraiment fait plusieurs personnages assez marquants, assez déprimants, tu vois, il y avait vraiment eu un jeu dans son rôle, et je me dis qu'est-ce que ça pourrait donner s'il faisait des films lui aussi, tu vois. On parlait du fait plusieurs fois il a attiré des réalisatrices avec de la pellicule, il y a un peu ce côté pellicule. Donc il y avait le Mastermind de Kelly Richard. De Kelly Richard, il y avait donc la chiméra de Alice Rohrwacher, et je me dis, lui, s'il se mettait à la réalisation, qu'est-ce que ça pourrait donner? Parce qu'à chaque fois, il a quand même la même persona qui lui colle à la peau, tu vois. Un peu comme Aftersun. Paul Mescal. Paul Mescal, voilà. Paul Mescal et Josh O'Connor. Parce qu'en fait, ils ont ce côté d'acteurs qui jouent beaucoup pour des réalisateurs ou des réalisatrices du cinéma indépendant. Ouais. Du coup, je pense qu'ils ont beaucoup cette aura des petits circuits de cinéma, en fait. C'est vrai que quand tu observes Kristen Stewart et Scarlett Johansson aujourd'hui, mais moi j'ai quelqu'un peut-être, parce que c'est quelqu'un qui a déjà réalisé des épisodes de série, parce que de base c'est un acteur de série mais qui est passé au cinéma. Bryan Cranston. Parce que c'est vrai que il a fait des épisodes de The Office, il a fait des épides dans Breaking Bad. Mais il a participé au scénario du revival de Malcolm aussi, non? Ou pas du tout Je sais pas. Peut-être producteur. Mais ouais, enfin, maintenant il a plus de 70 ans quand même, le bougre. Mais je serais curieux, genre, tu vois, de l'avoir en tant qu'auteur d'un... Ouais, parce que je dis réalisateur, moi c'est vrai que c'est vraiment cette idée de réalisateur-auteur, pas juste d'un réalisateur qui ferait qui ferait le cahier des charges hollywoodien. Qui puisse ajouter quelque chose que, en gros, il prend sa star persona qu'il a accumulé avec sa carrière. Et qui conjuguerait dans un film. Ouais, genre par exemple, quand tu observes comment Tom Holland il a fait Chucky, jeu d'enfant. Ah oui, Tom Holland, excuse-moi. Ah, mais c'est pas le même.
même. Ah, c'est pas le Zut. même. C'est trop drôle. Mais d'ailleurs, on parle de Tom Holland, mais on va en parler dans le prochain Spider-Man. Mais ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'il était beaucoup investi dans Oui. les idées de scénario. Alors je et- sais pas si c'est juste un coup de com', mais de ce que j'ai vu, c'est quoi? Il s'est baladé sur les forums, il a essayé de demander aux vrais fans de Spider-Man qu'est-ce qu'ils voulaient voir dans un prochain Spider-man. Ils ont tout recueilli, ils ont écrit le scénario à partir de ça. Je pense pas, je pense que Mais c'est un parce petit que coup c'est de vrai com'. que, enfin, moi aussi, ce qui vient en tête, c'est souvent le fait que t'es un acteur qui a beaucoup joué dans une saga et que c'est lui qui finit par réaliser la saga. Alors, j'ai des exemples très nuls, mais Jean-Paul Rouve pour les Tuches ou Elie Semoun pour les Ducobu, par exemple. Oui. Oui, c'est vrai. Mais en fait, T'en avais d'autres, des exemples quoi. il y en a d'autres, mais là, c'est les exemples qui m'ont venu à la tête. Mais en vrai, Stallone pour Rocky, parce que de base, c'est lui qui scénarise le premier, Oui. il passe à la réalisation du 2. Mais tu vois, ça qu'il y a des acteurs, tu te dis, pour certaines sagas, tu les vois directement prendre les commandes. Bah, Tom Cruise pour Mission Impossible, c'est quasiment déjà lui qui décide Alors de tout. justement, j'allais y venir à Tom Cruise parce que c'est un truc où je me faisais la réflexion la dernière fois où on avait parlé et tout, c'est qu'il est à deux doigts de réaliser en fait à chaque fois. Il est tellement contrôle fric que tu te demandes pourquoi il réalise pas en fait. Mais parce que lui, il est plus contrôle fric sur son image à lui. Je sais pas si sur le film, il aurait de réelles intentions intéressantes. Tu vois, Non, c'est mais plus parce pour que- son image à lui. Parce qu'apparemment, il est vraiment très calé niveau technique parce que il va te. Enfin, CF, le Floodcast, je sais plus lequel, avec Pierre Ninet, dans lequel il raconte le fait qu'ils ont texté Tom Cruise en plein milieu de l'anniversaire party de quelqu'un et que le mec il a fait un pavé pour dire ah ouais, pour cette séquence-là, on a pris cette caméra-là, on a fait ça et tout. Mais tu te dis, mais pourquoi tu Peut-être dans réalises un pas, en futur fait proche, ce sera le dernier gros coup de com' pour un dernier Mission Impossible, par exemple, le Mission Impossible réalisé par Tom Cruise. Pierre Ninet. Pierre Ninet. Moi, je le vois bien réaliser un truc. Bah, Ah, c'est vrai que Gourou, il était très. C'est lui qui a eu était, l'idée du truc, donc. Mais tu parles de réalisateurs, souvent même, il y a beaucoup d'acteurs qui deviennent producteurs d'une saga. Bah, Evil Dead, c'est clairement ça. Regarde dans les producteurs des Evil Dead Campbell. des derniers, Bruce Campbell, Sam Raimi est devenu producteur, tu vois. Lee Cronin, qui était réal de Rise, il est devenu producteur sur Burn. Donc souvent, c'est un peu ça. Hein. Dans des grosses sagas, les acteurs deviennent producteurs. Mais c'est souvent. vrai que, typiquement, enfin, Jackie Chan aussi. C'était son cas, tu vois. Genre, il commence en faisant. Bruce Lee, il a réalisé un film. Bruce Lee. C'est lui qui a réalisé La Fureur du Dragon. oui, Tu vois oui. Donc, à un moment donné. Mais parce que tu vois, Bruce Lee, un peu comme Tom Cruise, c'est parce que je sens qu'ils avaient quand même cette envie de contrôler leur image à eux. Bruce Lee, c'était ça quand même, il contrôlait Oui. beaucoup son image. Bah, il contrôlait ses chorégraphies, donc en fait, il y a vois. beaucoup de choses. Mm. Mais c'est passionnant comme truc, mais c'est vrai que ça peut être un C'est très vaste. Hein. terrier de lapin. Mais ce qui serait drôle, c'est d'imaginer des acteurs hyper bankable jeunes. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, genre Mais- Timothée Chalamet, tu vois. Mais en fait, Marty Suprême, tu vois, il y a tellement de. Enfin, pour moi, il y avait tellement Ça ne d'éléments. pouvait qu'être Timothée Chalamet Voilà, où pour. tu te dis, ça pouvait être que lui, il aurait pu peut-être. Enfin, le réaliser peut-être pas, mais je me demande À pas. l'avenir. Mais ils influencent déjà avec leur personnel le propre du film. Mais je pense à, par exemple, à Johnny Depp. Parce qu'il a réalisé un film, Johnny Depp. C'est pas Modigliani qui est sorti, qui va Je- sortir. Non, c'est là, un truc qui s'appelle de. Je sais plus du tout. Don mais de la Mancha ou je sais pas quoi, C'est Don un- Diego de la. Je sais pas quoi. C'est un film qui a 30 ans et qui est un des derniers rôles de Marlon Brando. Ok. Parce que Johnny Depp était ultra fan de Marlon Brando, il a absolument voulu l'avoir dans son film, mais je crois que c'est le seul film de Johnny Depp et que c'était pas très bien, quoi. Enfin, en tout cas, le film est vraiment pas connu de succès, quoi. Pourtant, quand tu te dis avec Depp et Brando... Le dernier film qu'il a réalisé, il avait raison, Julien, c'est 2024, Maudit. Ah. 1997, The Brave. C'était The Brave. Ah, ça doit être Ça doit être The The Brave. Brave. Mais il joue dedans. Mais Oui. il est aussi réalisateur. 97 Avec Marlon Brando. 97, donc en Ouais. plus, Johnny Depp, c'est déjà un acteur super bankable, quoi. Alors, je vous dis, je suis juste déçu que De Niro ait pas fait d'autres films. Parce que honnêtement, il a une. Enfin, si vous voyez Bronx, vous voyez qu'il a quand même il fait vraiment le taf à la caméra. Hein. Ou alors des acteurs qui deviennent presque les co-réalisateurs, genre Raphaël Quenard et Dupieux pour Yannick. Parce que c'est pas ils l'ont écrit ensemble. Bah, je crois, finalement, le regarde, film. il a réalisé un film avec. En plus, tu vois, c'est il quoi, est venu c'était Au réaliser. revoir Pérou. Oui, c'est ça. I Love Pérou, pardon. qui était réalisé par Quenard, ouais. Donc ouais. La frontière est fine entre la réalisation et l'acting. Mais par exemple, je pense à Mathieu Almaric. Et à la base, le mec voulait faire de la réalisation, il est passé par l'acting pour pouvoir faire de la réal. Tant d'exemples, C'est très vaste. Hein, mais- tant de films à voir. C'est très dense, mais on a chaud. Oui, tant de films Ah. très denses, comme C'est l'océan de tellement la l'Odyssée. chaleur qu'on va burn. Voilà. On va burn et on va aller se rafraîchir dans l'eau. Dans l'océan. In Dans les vagues. waves, voilà. In waves, wow, c'est Ah, génial. moi, Attends, il y a je- quoi d'autre après Moi, je vais laisser Poséidon me rafraîchir. Et puis on aura des visions d'éléphants fantômes. Man. Wow. On a pas parlé de Travis Scott. Oui. Si. Un podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes Là, c'est trop, là. Pardon. de streaming. Ouais.
Va boire de l'eau, Owen. Ouais, prochain épisode, ce sera le dernier de la saison. Hein. Et Profitez oui, on bien. annonce, dernier de et la du coup, saison. ce sera sur... Spider-Man, Et voilà. Brand New Day. Voilà, j'espère qu'il va faire moins chaud parce que mon ami Bobby, lui, spécialiste de comics qui va être parmi nous, Bah, je sais pas s'il va tenir. c'est un vrai glaçon, lui. Ah ouais? Ouf. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines, salut. Courage, Bobby. Courage.